Bonsoir, Chérif. L'agriculture, encore, l'agriculture, toujours, l'agriculture. Au service ce soir, le président du conseil d'administration de la Sonacos, Youssou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Nous allons parler des récoltes 2016 qui font polémique, des chiffres du chef de l'État, 2 247 000 tonnes de céréales, des chiffres contestés par des organisations paysannes. Oui, je vous remercie, Mamadou. Oui. Donc, concernant cette contestation des chiffres, quand vous parlez des organisations paysannes, en tout cas au niveau du ministère, nous les avons contactées, nous avons discuté avec elles, mais les organisations ne nous ont pas dit avoir mandaté quelqu'un pour parler en leur nom et en donnant des chiffres. Oui. Parce qu'il n'y a pas de chiffres agrégés par les organisations. Peut-être qu'il y a un membre des acteurs agricoles qui a peut-être son appréciation. Monsieur Saliou Sarr, que nous Monsieur avons reçu ici, en l'occurrence, et qui est quand même administrateur au CNCR. Hein? Mais absolument. D'ailleurs, c'est le CNCR qui a été le premier interpellé par le ministère. Et au niveau du CNCR, on nous a signifié clairement que ce n'était pas le point de vue du CNCR et c'était celui de Saliou Sarr. Ces chiffres donnés par le chef de l'État le 31 décembre sont incontestables? Incontestables dans la mesure où ces chiffres ont été validés par le SILS, par la FAO, par les ONG qui sont regroupées au niveau des pays du Sahel, mais aussi par FUSNET et par le gouvernement. Donc ça veut dire que le circuit de validation n'a pas souffert et ces organisations aujourd'hui ont retenu les chiffres du gouvernement. Et le gouvernement a une méthodologie qui est basée sur les carrés de rendement et à partir des carrés de rendement, les projections sont faites. Il y a un dispositif de collecte qui est mis en place et même après les récoltes, il y a un chiffre définitif qui est donné. Quel est le chiffre définitif? Le chiffre définitif pour les céréales, c'est plus de 2 200 000 tonnes de céréales correspondant à une croissance de 5% de la production de céréales d'une année à l'autre, donc 2015 à 2016. Décortiquons ces chiffres. Oui. Plus de 900 000 tonnes de riz annoncées. Oui. On a entendu le directeur général adjoint de la SAED qui dit, en tout cas dans la région du fleuve, seulement 472 000 tonnes ont été récoltées cette année. Exactement, exactement. Donc c'est pour le riz. Où est le reste? Exactement, le chiffre exact pour le riz, oui. C'est 997 000 tonnes. Oui. Décomposées par des chiffres que la SAED a donnés, plus les chiffres en culture irriguée au niveau de l'Anambé, plus le riz pluvial. Donc, si vous agrégez l'ensemble de ces productions, vous vous retrouvez à 997 000 tonnes, qui correspond à une croissance de plus de 5% de la production de riz de 2015 à 2016. Mais ça, pourquoi alors on continue d'importer du riz? Oui, avec ces chiffres, on aurait quand même dû atteindre l'autosuffisance, au moins en riz. Non, l'autosuffisance en riz, on l'atteindrait au moment où on produirait 1 600 000 tonnes de paddy. Oui. Aujourd'hui, on est à 997 000 tonnes. Donc, il y a aujourd'hui un gap d'environ 600 000 tonnes qu'il va falloir atteindre. On est autosuffisant à hauteur de 61%. Et vous pensez qu'on le fera en 2017? C'est l'année référence donnée par le chef de l'État. Toutes choses égales par ailleurs et si les conditions... parce que vous savez que notre pays et jusqu'à présent, en dépit des efforts qui ont été faits dans le domaine de l'irrigation, dépend, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le riz pluvial représente entre 50 et 60% de la production de riz. Et une variation de la pluviométrie, et cette année ça a été le cas, la fin de la pluviométrie ne s'est pas bien déroulée, ça a impacté négativement mais quand la production. Quand on annonçait l'objectif d'autosuffisance en 2017, on le savait. Oui, on le savait, mais actuellement, les conditions d'atteindre l'autosuffisance en riz sont toujours là. En 2017. En 2017, exactement. Ah oui? Parce que nous sommes combler les 800 vous voyez de 2000 millions de tonnes restants. Les 600 000 tonnes. Oui, non, plus de 600 000, puisqu'on est à 900. 997 000, c'est quasiment 1 million. Oui. Vous avez ajouté 3 000 tonnes, vous êtes à 1 million. Très bien, on verra. Mais maintenant, c'est 600 000 tonnes. 600 000 tonnes de paddy. Nous avons une bonne pluviométrie. Comment ça s'appelle? Au niveau des cultures irriguées, nous augmentons relativement les superficies emblavées en termes d'aménagement. Mais rapidement, nous avons 1 600 000 tonnes
où on ne serait pas loin de 1 million. Mais dans tous les cas, regardez d'où nous venons. Nous étions en 2012 à 21% de taux d'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 61%. Oui. Vous voyez, donc ça a été... Soit une progression annuelle de... 20%, vous avez 60%, oui. Vous avez fait une progression de 40%. Oui. Et une progression de 40% sur 4 ans, oui. Vous le divisez même sur 4 ans, oui. Vous avez au moins 10% par an. C'est oui. supérieur au taux de croissance annuel de notre économie. Et 600 000 tonnes, ça ferait un bond de combien? Non, 600 000 tonnes, aujourd'hui, c'est presque le tiers. Je veux dire que sur le plan agronomique, sur le plan des conditions techniques, aujourd'hui, les conditions d'une autosuffisance en riz pour notre pays sont réunies. Dans tous les cas, en mathématiques, on dit il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est à partir du moment où la fonction change de signe. Quand vous dépassez plus de la majorité de la production, parce que 60% de production d'autosuffisance en riz, ça veut dire que vous êtes plus près de l'objectif que de votre point de départ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, les tendances en matière de production de riz ont été inversées. Il ne faut pas avoir le fétichisme du chiffre, atteindre coûte que coûte en 2017 l'autosuffisance en riz. Ce serait du fétichisme. Ah non, mais quand même. En matière de développement. C'est un engagement ferme plutôt. Non, c'est un engagement en matière de développement. On fixe des objectifs. Et l'objectif, on pouvait à l'époque dire que peut-être ça va être en 2020 ou en 2025. Mais nous avons estimé qu'il fallait accélérer, comme on l'a appelé, la cadence du développement de l'agriculture. En se projetant dans des délais relativement courts par rapport à l'objectif. Et aujourd'hui, incontestablement, des progrès majeurs ont été faits. Et aujourd'hui, l'objectif d'autosuffisance en riz est à portée de main. Très bien. Ce qui n'était pas le cas au départ. Parlons de l'arachide, puisque c'est votre domaine. Vous êtes le président de la Sonacos. 1,05 million de tonnes, quand même un peu moins que l'année précédente. Là aussi, des chiffres sont contestés par certains, mais là n'est pas le problème. Comment se déroule la campagne arachidière, la campagne de commercialisation au jour d'aujourd'hui? En tout cas, la campagne de commercialisation actuelle se déroule relativement bien si on se fie aujourd'hui au déroulement de la campagne. Parce que d'abord, le prix aux producteurs, ne l'oublions pas, est passé à 210 francs. Mais sur le marché réel, aujourd'hui, où je vous parle, le prix du kilo d'arachide est à un niveau égal ou supérieur à 250 francs le kilo. Donc ça veut dire qu'il y a un relèvement incontestable du prix aux producteurs dû à l'action du gouvernement, mais aussi au fonctionnement du marché arachidier. L'autre aspect, c'est le Mbapat qui existait. Les bons impayés, etc., ça a complètement disparu depuis quelques années. L'autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a repris l'ex-Suneor qui est devenu Sonacos, dont le président m'a fait l'honneur de me nommer à la tête de cette organisation, de la Sonacos. La Sonacos est très bien entrée en campagne et aujourd'hui caracole en tête en termes de collecte arachidière. Donc de l'année dernière, de 7 000 tonnes, 7146 tonnes qui étaient collectées sur toute l'année, la Sonacos aujourd'hui n'est pas loin de 55 000 tonnes de collectées en presque 1 mois et demi de sur campagne. Un objectif de combien à triturer? Nous avons un objectif qui était évalué au départ à 200 000 tonnes, mais compte tenu de la configuration de la pluviométrie et du niveau de production, nous nous sommes projetés aux environs de 116 000 tonnes. Et nous espérons, d'ici la fin de la campagne, nous en rapprocher fortement. Alors, il y a aussi le prix au producteur qui est de 210 francs le kilo. Oui. On sait que les Chinois, ces dernières années, ont été très présents dans la filière, au grand bonheur des paysans d'ailleurs, qui avaient la possibilité de vendre beaucoup plus en termes de volume, mais aussi par rapport au prix. Est-ce que ces Chinois sont toujours là? Ils n'ont pas été écartés de la filière? Non. L'objectif du gouvernement n'est pas de les écarter. Oui. L'objectif du gouvernement, c'est de créer les conditions d'un marché de concurrence quasiment pure et parfaite entre l'ensemble des acteurs. Les acteurs, ce sont les OPS, ce sont les exportateurs, qu'on appelle communément les Chinois, ce sont les huiliers qui sont les transformateurs, mais ce sont aussi ceux qu'on appelle ceux qui font de l'autoconsommation. Ça veut dire que tous ces triturateurs artisanaux qui sont à Touba, tous ces gens-là qui achètent de l'arachide pour le transformer en tigadégué ou autres produits
dérivés de l'arachide. Ce sont aussi les acteurs, ceux qui font la collecte semencière. Donc l'équation de la filière est une équation avec un nombre important d'acteurs. Et ces acteurs doivent se faire une concurrence saine. Parce que notre économie n'est plus administrée, mais c'est une économie libéralisée et co-gérée par l'ensemble des acteurs. Le gouvernement a cherché, en rapport avec ses objectifs, à établir un équilibre de développement de la filière. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'offre de production est inférieure à la demande de l'ensemble des acteurs. Et cette offre de production aujourd'hui, sur la base de la demande des acteurs, pourrait être évaluée à 1 500 000 tonnes. Donc, il y a une insuffisance de l'offre par rapport à la demande des acteurs. Maintenant, le gouvernement, pour protéger ses industries, pour protéger les emplois au Sénégal, pour créer les conditions d'une croissance plus forte, a créé ce qu'on appelle une taxe à l'exportation de l'arachide. De combien? De 40 francs par kilo d'arachide décortiqué et 15 francs par kilo d'arachide non décortiqué. Et pour le moment, cette taxe semble marcher et ne semble pas trop gêner les exportateurs. Et qu'est-ce qui l'illustre au niveau du prix? Oui, vous avez vu, le prix est quasiment au niveau où il se trouvait l'année dernière. À la différence cette année-ci que, au moins, les huiliers, au jour d'aujourd'hui, ont collecté plus de 110 000 tonnes d'arachide. Alors que l'année dernière, sur toute la campagne, l'ensemble des huiliers n'avaient pas collecté. Le prix est de combien? Le prix sur le marché. Sur le marché et aujourd'hui, aux environs de 250 francs le kilo. Très bien. Voilà. Bon, alors, il y a également la gouvernance de Sonacos, vous l'avez dit, qui a remplacé Suneor. Au niveau de la gouvernance, comment les choses se passent? Non, l'État a repris Sonacos et a nommé un directeur général qui s'appelle M. Papadien, qui était ancien directeur général de la Sénélec, qui est en train d'accomplir un excellent travail au niveau à la direction de Sonacos. Et les résultats que nous avons engrangés sont en train de le montrer. Mais nous avons vu aussi un patriotisme d'entreprise extraordinaire des travailleurs de Sonacos, qui sont vraiment très rodés. Et en dépit de toutes les difficultés et des problèmes de confiance qu'on a eus durant ces 12 dernières années, nous avons vu que cette année-ci, ces travailleurs se sont déployés comme pas possible pour aujourd'hui nous permettre d'atteindre les objectifs que nous avons. Mais dans tous les cas, le gouvernement n'a pas repris Sonacos pour le garder. Oui, le gouvernement a repris Sonacos pour créer les conditions de sa restructuration, de sa recapitalisation, avant d'aller in fine vers une nouvelle privatisation, mais une privatisation dans laquelle la filière va se retrouver restructurée, va se trouver dans des conditions d'un meilleur développement. Mais priorité non pas au privé national. Mais là, je crois que notre objectif, en tout cas moi, ce que monsieur le Président de la République m'a dit, Youssou, je souhaite que vous nous proposiez un nouveau plan de privatisation. Donc ce nouveau plan de privatisation, n'importe comment, en tout cas c'est mon point de vue moi, le Sénégalais a tellement d'expertise dans l'arachide, depuis la culture de l'arachide, sa collecte, sa commercialisation, mais aussi sa transformation. Notre première usine de transformation d'arachide, c'était la SCIB et c'était en 1920, à un moment où la plupart des pays dits émergents, qui aujourd'hui caracolent en tête en matière d'arachide avec des productions de 15 à 16 millions de tonnes, n'avaient pas d'industrie de transformation de l'arachide. Donc il n'est pas possible, je crois, et ce ne sera pas, je crois, le point de vue du président Macky Sall, de privatiser la Sonacos en laissant à rade le privé national. On sait que la Sonacos de l'époque avait été bradée. Certains ont dit là où elle pesait au moins 50 milliards, elle n'a coûté que 6 milliards. L'État du Sénégal a été obligé de racheter Suneor presque avec le même montant, 6 à 7 milliards, en tout cas officiellement. Aujourd'hui, la Sonacos vaut combien? Aujourd'hui, en tout cas, vous disiez 50 milliards. Non, le foncier de Sonacos à Dakar de 17 à 18 hectares à Dakar dans le domaine portuaire valent quasiment 100 milliards de francs. Et vous prenez les autres actifs au niveau des autres régions comme Louga, comme Ziguinchor. Vous savez que le foncier à Ziguinchor est très important. Et vous avez à Louga, vous avez à Kaolack, presque toute la ville. Lindiane est une ville. Tout Lindiane, c'est la Sonacos. Et vous avez aussi Louga. Derrière, il y a des privés sénégalais qui sont intéressés par nos terres qui sont à Louga. Vous y ajoutez les actifs industriels et plus aussi le fonds de commerce de Sonacos. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, devrait valoir au bas mot plus de 150 milliards. Ah oui. Bon, ça, ce n'est pas une évaluation précise et technique, mais en extrapolant aujourd'hui, au moins,
Ouais. On peut dire cela, mais il faudra enlever des actifs, les dettes de Sonacos. Qui sont? Voilà, De qui dépassent les 50 milliards. Nous sommes dans un plan de restructuration pour essayer de payer cette dette et en vendant, en aliénant une partie du patrimoine foncier, environ 4,6 hectares, qui pourrait nous rapporter aux environs de 30 milliards et qui nous permettrait un peu de soulager l'entreprise et de soulager aussi surtout nos fournisseurs et nos créanciers. Un petit mot politique, parce que nous sommes au terme de cet entretien. Vous aviez été le premier un peu à poser sur la table débat sur la tête de liste aux prochaines législatives au niveau de Benno Bokk Yakaar, et vous aviez eu à tenir un discours qui n'était pas du tout favorable à Moustapha Niasse, actuel président de l'Assemblée nationale. Vous le confirmez, vous ne souhaiteriez pas le voir à la tête des troupes de Benno Bokk Yakaar? Oh là là là, non, j'aime bien Moustapha Niasse. Vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et d'extrêmement gentil d'ailleurs au sens tout humain du terme. Mais vous savez, moi, des fois, je raisonne plus en intellectuel qu'en homme politique. Oui. Et là, c'est sur la base de considération purement rationnelle, d'une analyse d'un intellectuel, donc qui aborde les questions sans tabou ou sans gants. Oui. J'ai dit, en tout cas, il ne serait pas préférable, au regard de la configuration de notre pays et d'un certain nombre d'enjeux qu'il y a, que effectivement, qu'il ne fût pas comment ça s'appelle, la tête de liste. Oui. Mais ça, c'est une analyse parmi tant d'autres. Certains ont cru que peut-être j'avais parlé sous la dictée ou j'avais transmis, j'ai été le porte-voix de certains. Ah oui. Il n'en est rien du tout. On a entendu une partie des jeunes de l'APR dire la même chose. Hein? Peut-être qu'ils partagent un point de vue que j'ai. C'est votre discours aussi aujourd'hui. Hein? C'est aussi votre discours, votre analyse aujourd'hui. Mais absolument. Moi, je suis un intellectuel. Je dis ce que je crois. Qui voyez-vous alors à la tête des troupes de Benno? Non, je pense que j'ai décrit même dans le même interview, peut-être le profil. Ce pourrait être un homme relativement jeune. Oui. Ce pourrait être un homme qui contrôle peut-être, qui est de l'APR, qui contrôle un département et qui est relativement charismatique. Mais dans tous les cas, dans certains pays... alors votre profil se rapproche de qui? Je veux dire qu'en tout cas, dans les grandes démocraties, souvent, le chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui dirige généralement la liste pour des élections, comme les élections législatives. C'est le bilan du gouvernement qu'on défend au cours des élections législatives. Vous êtes pour Abdallah Dionne? Non, ça c'est une analyse. Oui. Je dis, en général, dans les démocraties, Oui. ce sont les chefs de gouvernement, généralement, qui sont les têtes de liste. Très bien. En général. Mais maintenant, dans le profil que j'ai dégagé, quelqu'un qui contrôle un département, vous voyez un peu que il y a des problèmes de correspondance. Très bien. Mais je ne pense à personne particulièrement. Merci Youssou Diallo, Voilà, président merci. du conseil d'administration de la Sonacos. Il est aussi le président du club Sénégal émergent. C'est fini pour ce soir, Chérif. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Excellente soirée.